Merci à vous d'être là pour, après sans doute avoir vu l'œuvre de André Steiner avec les photographies. On va entendre des mots sur son œuvre grâce à vous, François Cheval. Avant d'aborder le titre de cette exposition, donc le corps entre désir et dépassement, quel programme, j'aimerais savoir comment cet homme est arrivé à la photographie, où est-il né, quand est-il né. En fait, vous allez nous dresser en quelques lignes, en quelques mots, sa biographie peut-être, pour commencer. Oui, tout d'abord, je voudrais dire que ce travail n'était rendu possible qu'avec, grâce à un certain nombre de gens. Le travail sur la photographie des années 30, finalement, c'est un travail assez récent. Il y a quelques historiens et quelques collectionneurs qui ont commencé à partir des années 70-80 à s'intéresser. Michel Friseau, qui est là, qui vraiment a fait un travail remarquable autour, en particulier des revues et un certain nombre d'auteurs. Il y a aussi, et c'est important, Christian Boucret. Mais il faut vraiment se dire que jusqu'aux années 80-90, il y a vraiment une sorte d'inintérêt général pour cette photographie qui s'est produite en France dans les années 30. Pour des raisons historiques qui seraient à mon avis beaucoup trop longs à expliquer ici, une sorte de fascination pour la photographie américaine, un désintérêt pour la photographie française, etc. Et ça a été un véritable problème. Ce qui fait que, par exemple, les collections comme les collections du musée d'art moderne, du musée national d'art moderne, se sont constituées autour des années 30 que très très récemment, et en particulier grâce à la donation de la maison Yves Rocher qui a offert la collection de Christian Boucret. Donc c'est vraiment, il faut se dire que moi, quand j'ai pris la direction du musée Niepce, j'avais été extrêmement étonné. Bon, mon prédécesseur, Paul Gay, avait déjà fait un certain nombre d'expositions intéressantes, etc. On avait déjà un petit fond, mais on ne peut pas dire qu'on avait des monographies profondes, et il y avait surtout des manques considérables, comme par exemple Steiner. Et c'est Christian qui, à l'époque, a eu l'intelligence de proposer un certain nombre de musées, qui étaient généralement des musées de province, de le soutenir dans ses éditions et dans ce travail. Donc on a commencé, là j'ai commencé à acquérir un certain nombre de... Pardon, je vais peut-être l'éteindre, ça serait peut-être plus simple. Peut-être ça serait bien. Parce qu'on va encore se taper l'international. Et donc c'est vraiment quelques pionniers, quelques publications qui font que finalement cette petite flamme ne s'est pas éteinte, et on a pu redémarrer vraiment un travail de fond qui a commencé, si vous voulez, par un certain nombre de monographies. Et ça, c'est vraiment important parce que je crois que dans l'histoire de la photographie, on ne peut pas faire l'impasse sur les monographies et sur le travail biographique. Et donc, à un moment donné, il y a un certain nombre d'étudiants ou de gens qui travaillaient avec Michel, qui ont commencé à travailler sur la photographie hongroise, les problèmes liés à l'immigration venant d'Allemagne, venant de Hongrie, de Roumanie, qui effectivement sont les gens qui ont véritablement inventé ce qu'on a appelé après la nouvelle vision, qui est l'école française de la modernité des années 30. Mais je tiens vraiment à préciser, de dire que finalement, ce qui paraît aujourd'hui évident, à savoir qu'il y a eu vraiment une sorte de signature, une stylistique, je crois qu'on peut aller jusque-là, quelque chose qui n'est ni allemand, ni russe, etc. C'est vraiment fondé en France grâce à cette immigration massive d'intellectuels et de praticiens venant en particulier de Hongrie. Alors juste, puisque vous avez procédé par des remerciements, peut-on savoir d'où viennent toutes ces photographies qui sont exposées là, du musée Nicéphore-Niepce et du musée national d'art moderne. Alors, si vous voulez, le fonds de Steiner du musée Niepce est arrivé de façon assez simple, après quelques achats, après l'exposition qu'on a faite il y a peut-être une quinzaine d'années au musée Niepce sur l'œuvre de Steiner. J'ai rencontré la fille. J'ai rencontré la fille, Nicole Bajolet, qui est la fille d'André et de sa première femme, qui était Lily Sasson, qui était sûrement sa muse, de 28 à 38 jusqu'à leur divorce. Et donc j'ai pu accéder vraiment à ce fonds unique qu'elle avait conservé après le divorce de ses parents, qu'elle a conservé, qu'elle a patiemment organisé et qu'elle a pu faire des notices, enfin, nous donner vraiment un matériau qui était un matériau qui était complémentaire à celui de Christian Boucret.
Et à partir de là, si vous voulez, la donation de Christian au Musée national d'art moderne a donné véritablement un fonds années 30 au Musée national d'art moderne. Les temps précédents cette donation, le fonds années 30 du Musée national d'art moderne était quand même, il faut le dire, assez pauvre. Donc on peut dire aujourd'hui qu'en France, on commence à comprendre, et il y a eu après un certain nombre de monographies, un certain nombre de publications, des publications sur Germaine Krull, des publications sur Cartèche, des publications sur Gaston Paris, qui fait des publications aussi sur les revues, ça c'est très important, parce que la grande invention de ces années 30, c'est la publication. Et ça, je crois que c'est quelque chose... moi, je paye ma dette à qui je dois payer ma dette. J'ai vraiment découvert le rôle majeur des publications, des revues comme Voilà, Vue, Jazz, etc. Comment toute cette modernité des années 30 est portée par une presse extrêmement efficace, dynamique, et qui propose une véritable vision du monde, dans laquelle tous ces photographes se sont effectivement retrouvés. Quelqu'un comme Lucien Vogel est au service des photographes, leur accorde le droit de signer ces photographies, leur donne le droit de participer à la maquette, à cette invention qu'est la double page de ces revues magnifiques. Et j'insiste vraiment dessus dans le sens où, par exemple, un magazine comme Vue sera vraiment un magazine pas simplement fondateur d'une nouvelle esthétique du magazine, mais c'est ce qui va effectivement féconder la richesse des magazines au niveau international. Après 1938, c'est tous ces gens qui ont fui la Hongrie, l'Allemagne, on va les retrouver aux États-Unis, on va les retrouver sur la redéfinition de magazines comme Harper's Bazaar, ou on va les retrouver dans Picture Post, les revues anglaises. Donc c'est vraiment important de se dire qu'en France, à un moment donné, Paris a vraiment été l'endroit qui, en sachant accueillir ces photographes de talent, a vraiment régénéré réellement la photographie et l'a fait sortir de l'ornière du pictorialisme et de la belle image. On y reviendra au phénomène de ces revues naissantes et qui avaient beaucoup de succès. Mais on revient à l'histoire d'André Steiner. Il est né 1901. en Hongrie, 1901. Dans une petite ville qui est aussi la ville de Viktor Orban. D'accord. Une sorte de hasard historique. C'est ce qu'on appelle ça, les marxistes appelaient ça la ruse de l'histoire. Et alors très vite, il tombe amoureux de Lily ? Ah, pas du tout. D'abord, si vous voulez, en 19, donc il est né en 1901, à 18 ans, il s'engage réellement du côté des bolcheviks, avec Béla Kun, pour l'éphémère prise de pouvoir par les bolcheviks hongrois, la très éphémère République des Soviets de Hongrie, qui n'a duré que 3 mois. Lénine en voudra toute sa vie au pauvre Béla Kun de ne pas avoir pu conserver le pouvoir pas plus de 3 mois. Et l'engagement physique est vraiment, donc son engagement physique fait qu'on voit sur ses photos, il y a une trace, il s'est battu physiquement, il a reçu une balle dans la jambe, etc. Donc c'était vraiment un militant. Donc il a, si vous voulez, la double tare d'être juif et communiste. Donc les premières mesures antisémites sont prises en 1920 en Hongrie. Et donc on impose un numerus clausus à la minorité juive. Il y a 6% de juifs, donc on ne pourra pas avoir plus de 6% de juifs dans l'université, dans les services publics, dans les écoles d'art, etc. Ce qui fait que, ça, vous voulez, c'est ça. Et en plus, si vous voulez, les marchés privés se raréfient, bien entendu. Et donc, ça, c'est ce qui va motiver cette immigration, qui n'est pas simplement une immigration massive de photographes. C'est aussi quelqu'un comme Devreux qui va fonder après l'ethnopsychiatrie, c'est les psychanalystes, c'est Victor Trauner, etc. C'est-à-dire que c'est toutes les forces vives intellectuelles de Budapest qui quittent cette région et qui généralement vont faire un passage à Berlin, mais généralement plutôt se retrouver sur Paris. Et sur Paris, là, alors donc si vous voulez, il fait un passage à Vienne. Oui, c'est ça, donc, il fait des études d'ingénieur. Voilà, donc il va à Vienne, où là il suit des cours d'une école d'ingénieurs, la meilleure école d'ingénieurs de Vienne. Et à l'intérieur de cette école d'ingénieurs, il y a une section photographique qui est sous la direction de Joseph Maria Eder. Et Joseph Maria Eder, c'est un personnage très très important dans l'histoire de la photographie, parce que c'est un praticien de la photographie, mais c'est aussi un théoricien de l'histoire de la photographie. Et donc il continue ses études d'ingénierie dans le son, en particulier c'est un ingénieur du son.
Et donc il se prend de passion pour la photographie, et Eder le prend un peu sous sa coupe, et en 24, juste avant qu'Eder parte en retraite, il y a un accord entre la maison Leica et Eder. Il demande à Eder de donner quelques Leica expérimentaux, dont un des exemplaires sera mis à disposition de Steiner, qui immédiatement va se retrouver avec une pratique photographique dans ce qu'il y a de plus moderne, c'est-à-dire la libération du geste, parce que le Leica, c'est pas n'importe quel appareil. Rodchenko expliquait très bien Rodchenko expliquait très bien, si vous voulez, le passage entre la photographie dite traditionnelle, de la prise de vue traditionnelle, et le Leica, c'est la libération du geste, c'est sortir de ce qu'il appelle la vision du nombril. C'est-à-dire regardez-nous, etc. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un appareil qui, effectivement, ce 24-36 extrêmement maniable, qui me permet directement de voir dans le viseur ce qu'on va, correspond vraiment à la libération du mouvement pour le photographe et à la libération du mouvement pour le sujet en face. Donc voilà, donc il fait et en même temps, il est entraîneur dans un club de sport, et c'est aussi quelque chose qui est assez... Il reste communiste dans Vienne, et en même temps, c'est un sportif de haut niveau, et il est entraîneur à l'ACOA, qui est le club juif de Vienne. Le club juif qui a été fondé par des militants sionistes, et ce club de sport a vraiment été fondé face à la montée de l'antisémitisme et de l'extrême droite autrichienne et allemande. Ces militants sionistes veulent effectivement que la jeunesse juive soit en capacité des capacités d'autodéfense. Donc c'est vraiment un club militant, sioniste, etc. Donc à ce moment-là, il est entraîneur de natation, et il rencontre Lili, qui est une très jeune fille, qui lui, donc bien entendu, André fait partie de cette minorité juive extrêmement intégrée en Hongrie, laïque et politisée, alors que Lili, elle, fait partie de cette minorité d'origine séfarade venant d'Istanbul. Donc leur relation, les deux familles ont quelques difficultés à accepter cette liaison. Et ce qui explique que le départ en 28 en France est presque une nécessité, et privée, et politique, et professionnelle. Donc il arrive en 28 en France, il devient là ingénieur chez Alstom, et il travaille pour des sociétés de cinéma. Il va en particulier travailler sur le procédé couleur qu'on appelle le Gaspard Color, qui est un procédé qui était très très beau. D'ailleurs, vous regarderez sur le net, sur YouTube, on voit encore des films d'animation faits en Gaspard Color. C'est très très beau, très très poétique. Mais c'est un procédé soustractif de la couleur, qui s'est retrouvé tout de suite en concurrence avec le Technicolor très rapidement, donc c'était un échec. D'ailleurs, l'inventeur du Gaspard Color était lui aussi un juif hongrois, qui lui va émigrer à Hollywood et qui va travailler après pour l'industrie du cinéma américain. Donc Gaspard Color, il va être un des ingénieurs français qui va essayer d'améliorer la technique. Donc c'est quelqu'un qui vient... Sa thèse, il l'a fait sur le son et le cinéma, et puis le travail sur la couleur et la pellicule. Donc, vous voyez, toujours, donc c'est un jeune ingénieur. Ça, c'est vraiment important de dire, et je vais vraiment insister, parce que toute sa vie, il a toujours pensé que la photographie était un objet de type scientifique, un objet de fabrication, et que lui a toujours détesté de penser que la photographie était un art. Et ces grands moments d'énervement avec une partie de la communauté hongroise photographique étaient l'immense prétention qu'il trouvait des gens qui pensaient que la photographie était un art. Pour lui, c'était un objet de communication, c'était un document au service d'eux. Donc il ne fréquente pas la communauté photographique, Brassailles, Kertész, etc. Il est ami avec Brassailles, il est ami avec Emeric Fer, il est très très lié à Emeric Fer et à Collard. Par contre, il a un grand mépris pour les autres, en particulier pour Kertész. Ceci dit, nul n'est prophète en ce pays, mais c'était aussi un personnage, en fonction de ce qu'a pu me raconter, si vous voulez, sa fille, c'est un personnage extrêmement entier, etc. Et d'ailleurs, il avait quelque chose qu'elle me répétait très souvent, il a toujours considéré qu'une photographie n'était rien à côté d'un morceau de Bach. Et qu'il fallait donner à la photographie ses limites, une photographie n'est qu'une photographie. – Est-ce qu'il ne pensait pas non plus qu'une photographie devait avant tout être utile ?
Bien entendu, mais comme un objet de communication. Comme un objet de communication, bien entendu, avec un style, etc. Mais il travaille toujours la photographie comme un ingénieur, c'est-à-dire que c'est un objet construit avec une dynamique interne, etc., etc. Et ces premières photos, celles de Lily, par exemple, elles sont des photos de famille. Comment on peut les considérer, ces photos qui sont dans l'exposition qu'on a aperçues là, ici, derrière vous? Ben là, c'est pas Lily, mais... Non, mais avant, il y en avait une. Non, mais Lily, elle a le corps parfait. Et donc, si vous voulez, d'abord, on est vraiment au corps du problème, c'est-à-dire que tout de suite après la boucherie de 14-18, dans les milieux communistes, l'esthétique du corps, elle est conçue comme une vision du corps révolutionnaire. C'est-à-dire que le corps a dit peu, les gens qui se laissent aller, généralement, c'est le corps du bourgeois. Et donc, l'avenir radieux ne se construira qu'avec des corps parfaits, comme une sorte de mécanique, hein, qui devrait être au service de la révolution. C'est vraiment on retrouve ça d'ailleurs très très clairement indiqué quand vous lisez les textes des JC, de la jeunesse communiste de l'époque. Il y a des débats internes qui disent très clairement que le corps du prolétaire et le corps du communiste est un corps au service de la révolution. Ce qui fait que, par exemple, au moment lorsque le Parti communiste français a sa doctrine, sa théorie de classe contre classe, on interdit aux membres de la JC de faire partie de clubs bourgeois. Donc on ne doit être adhérent que de clubs sportifs intégralement communiste. Vous imaginez donc si vous voulez, et ça correspond aussi à une certaine logique du mouvement sioniste. Hein, c'est entre autodéfense, etc. Parce qu'on est effectivement dans une période de radicalisation, et le corps est considéré vraiment comme une machine qu'on peut améliorer. Et que tout laisser aller, c'est automatiquement un compromis de classe. Le moindre gras est preuve d'un compromis insupportable avec la bourgeoisie. Donc, si vous voulez, il est vraiment porteur de ça. Alors, n'oubliez pas qu'en même temps, il a son premier studio réellement, enfin, il fait de la photographie, il reste de ses entreprises, Phototone, Alstom, il bosse pendant 3 ans, mais il devient véritablement professionnel en 1933. Il ouvre un atelier rue Norvin en 1933. Et là, immédiatement, il travaille pour la presse. Et par exemple, je crois que dans Vue, il a à peu près plus de 50 occurrences entre 1933 et 1938. Donc il est régulièrement embauché par la presse de Vogel. Qu'est-ce qu'il fait comme photographie pour la presse? Alors, il travaille comme on travaillait à l'époque, c'est-à-dire que sa femme, son bébé, ses rencontres de sport, ce sont des banques de données. C'est-à-dire que la même image pourra être utilisée pour une publicité pour Blédina, pour une revue érotique Paris Magazine ou une revue de publicité pharmaceutique. Je crois qu'il faut vraiment... on a beaucoup de mal aujourd'hui à imaginer quelle est la scène photographique des années 30. Il y a deux, trois galeries à Paris. Il y en a 2 qui tiennent le haut du pavé, en particulier la librairie, galerie La Pléiade. Mais le but ultime du photographe n'est pas d'être exposé et de vendre des vintage, c'est de publier et d'avoir soit des livres, soit dans les revues. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que ce type, qui est un véritable stalinien, qui n'aura déchiré sa carte que 2 fois dans sa vie pour la reprendre tout de suite après, c'est l'invasion pendant le pacte germano-soviétique, il ne bronche pas, mais par contre, Budapest en 1956 et Tchécoslovaquie 1968. Quelques mois après, il reprend. On est stalinien et on le reste, quoi. Mais donc toute sa vie, il restera fidèle à cet idéal. Et donc, de façon très étonnante, il est très très peu représenté dans Regard,
ce qui toujours pour moi été un sujet d'étonnement, la presse communiste ne fait pas appel à lui, et il travaille plutôt avec, dans des revues comme Voilà, Vue, des magazines érotiques à la petite semaine, etc. Et pourquoi la presse communiste ne fait pas appel à lui? Si Est-ce qu'il y a un doute sur... Non, je crois tout simplement il est profondément communiste, mais par exemple, pendant la guerre, il ne fera pas partie de la FTP-MOI. Il va créer son propre son réseau de résistance. D'abord, si vous voulez, c'est un juif assimilé. Il s'engage en 1939 dans l'armée française, comme volontaire dans l'aviation française. Il participe donc comme aviateur. Démobilisé, il part dans le sud. Il garde son nom de Steiner, il se fait passer pour un Alsacien. Et il s'initie à ce moment-là à la photographie sous-marine. Et il crée un club de photographie sous-marine et il photographie toutes les bases, toutes les défenses côtières allemandes dans un réseau de renseignement. Oui. Et alors qu'il aurait pu être dans la FTP-MOI, etc. Non, pas du tout. Il a toujours été... c'est vrai, réellement le juif qui a toujours voulu être assimilé, qui a très très mal vécu, si vous voulez, la non-assimilation des juifs hongrois. Et donc qui vient en France. Et d'ailleurs, par exemple, sa fille me racontait qu'ils n'ont jamais parlé hongrois à la maison. Alors que quand il retrouvait son frère, etc., ils parlaient hongrois entre eux, mais il a toujours éduqué sa famille dans la langue française. Oui, je veux dire, c'est vraiment un modèle volontaire. Donc je crois qu'il était communiste individuellement. Je n'ai jamais trouvé la moindre carte membre d'une section quelconque, etc. Je n'ai même pas retrouvé son bulletin d'adhésion à l'Association des écrivains et artistes révolutionnaires. Alors que même, il y a des gens qui étaient beaucoup moins politisés que lui qui ont fait partie de cette association importante. Non, je crois qu'il y avait une sorte de dissociation entre son engagement politique personnel et son travail professionnel. Il est un ingénieur, et il est un ingénieur des images. Ce qui fait qu'après 1945, il va abandonner pratiquement donc la presse. Dans la presse, il ne correspond plus, ce qu'il fait n'intéresse plus, et tout d'un coup, il va partir dans une autre voie professionnelle, qui est la photographie scientifique. Il va travailler il va faire des photographies chirurgicales, il va faire de la microphotographie, etc. Et donc, il va travailler vraiment pour des laboratoires de recherche, privés ou publics, et il abandonne, si vous voulez, toute velléité de reportage, documentaire, etc. C'est pour ça que dans l'exposition, ce sont des photographies des années 30 jusqu'à 40, 45. Il est comme tout le monde dans la vie, on est bon à un moment donné, et à un moment donné, on est sa propre caricature. Regardez moi-même. Je voudrais, François Cheval, qu'on revienne sur deux aspects de cette biographie, le corps et puis l'expérimentation. Vous dites qu'il a été très très fort dans tout ce qui était superposition, point de vue, décalage, etc. C'est son aspect, son côté ingénieur qui revient là dans la photographie? Non, mais je crois que tout simplement, dans les années 30, il y a une sorte d'écriture qui s'impose à tout le monde. Être moderne, c'était automatiquement... Si vous voulez, on ne va pas commencer une histoire de la photographie, puis il y a un certain nombre de personnes ici qui me reprendront parce que je ferai des erreurs. Mais on a un mouvement avant qui s'appelle le pictorialisme. Bon. On a, si vous voulez, une sorte de, entre guillemets, d'art bourgeois qui privilégie une sorte de bout. C'est les gens qui inventent qui veulent absolument que la photographie soit un art. Et les gens qui ont voulu que la photographie soit un art, c'est soit des fascistes comme Kuhn en Allemagne, des esthètes comme Stieglitz, ou en France, ce sont des grands bourgeois. De Machy, qui est peut-être un des représentants les plus émérites du pictorialisme, le mec fait de la photo, il part avec sa torpedo et il va visiter ses usines. Et puis le week-end, il prend des modèles sur une petite île, etc. Ce type n'a jamais travaillé de sa vie. La banque de Machy, en 1870, avec Rothschild, c'est eux qui avancent l'argent pour l'État français pour que les Prussiens quittent Paris. C'est ça la banque de Machy. Et donc de Machy, et si vous voulez, c'est des gens qui inventent, par exemple, des procédés techniques comme les virages à l'or. Les virages à l'or, tout veut dire. Et par exemple, tous ces gens-là, ils ont une haine fondamentale du Kodak. Kuhn parle du Kodak comme de la photo bolchevique. Ça n'empêche pas qu'il y ait des grandes rétrospectives Kuhn à Paris, où on ne voit même pas dire Kuhn se faisant apparaissant en uniforme de la SA. C'est quand même... Ça m'a toujours été, cette expo, pour moi, a été un des grands moments de révisionnisme, comme ça. Bon.
Donc le pictorialisme, c'est ça, c'est les grands bourgeois, c'est le photoclub de Paris, c'est des gens qui en permanence veulent se différencier de l'invention de la photographie populaire, la photographie bolchevique. Donc la nouvelle vision, elle arrive après ce qui s'est passé en 17 en Union soviétique, ça se passe, si vous voulez, après avec tout ce qui se passe dans cette Allemagne de la République de Weimar, le Bauhaus, Dessau, etc. Et donc en France, on a un peu les contre-coups de cette modernité. Et cette modernité, c'est la possibilité de réfléchir sur la nature du médium. Et la nature du médium, c'est l'invention, qui profite de l'invention de la presse, de cette presse, la rotogravure, tout d'un coup la possibilité d'organiser les images avec le texte, pas simplement le pavé de texte, l'image, etc. Donner tout d'un coup de liberté à la double page, de la liberté. Et surtout, c'est l'idée que la photographie raconte des histoires et qu'elle se pose de vraies questions. Quelle est la nature du document, la relation entre fiction, document, le vrai, le faux, comment être au plus près de la chose, etc. Comment être au plus près de la chose. Et donc, c'est une sorte et il y a la conscience, clairement, qu'il se passe quelque chose à un moment donné, qui est le moment de vérité, qui est peut-être la prise de vue et le négatif, mais la réalité à un moment de la photographie, c'est sa manipulation dans la chambre noire, jusqu'à la publication et tout ce qu'on donne, c'est-à-dire la relation au public, après cet abandon. Et tous ces types sont, à part quelques contre-exemples, ce sont tous de bons tireurs. Et lui, il a été formé. C'est un ingénieur, un chimiste, qui a bossé avec Eder, etc., qui est vraiment un praticien, qui est le meilleur praticien autrichien. Donc il aura toute sa vie, il gardera le contrôle. Et c'est ça aussi, cette idée. Alors lui, par exemple, c'est quelqu'un qui déteste la notion d'auteur, qui ne s'est jamais pris pour un artiste, qui s'est toujours considéré comme un ingénieur, mais en même temps qui a toujours défendu l'idée de sa signature. Donc une sorte de grand écart, hein, qui est en même temps la reconnaissance. C'est presque l'invention de la notion d'auteur arrive presque à ce moment-là, qu'à partir du moment quand Vogel accepte que les photographes et leur accorde le fait que tous leurs clichés soient signés. Donc voilà, il ne veut pas abandonner ce moment du tirage. Parce que le tirage, c'est recadré, c'est joué, c'est comme un ingénieur, tous ces gens sont fascinés par la géométrie, etc., la mise en ordre du monde, etc. Quand on est ingénieur et communiste et marxiste, le monde s'organise, hein, avec des idées préalables. Écrit-il Non. Sur sa photographie? Non. Alors, il a écrit un petit peu dans les années 50, dans des revues totalement confidentielles, comme le Lécaïste, vous pouvez imaginer, oui. Où là, si vous voulez, il a écrit aussi, il a fait un bouquin très médiocre qu'on expose sur le nu, mais c'est des choses très tardives dans les années 50, qui sont... si vous voulez, après, dans les années 50, il va refaire quelques nus, en dehors de son travail professionnel, qui sont d'une grande médiocrité, où il se caricature lui-même par rapport à là, ça devient érotico. Enfin, c'est très, très mauvais. Ou alors, au mieux, ça ressemble à ce qu'il faisait dans les années 30. Mais donc, si vous voulez, il y a une sorte de rupture qui se fait pendant la guerre et après la guerre, qui fait qu'il ne sera pas le créateur qu'il a été. Soigne-t-il ces légendes? Ou est-ce vraiment la date, l'action qui se passe sur la photographie, comme j'ai pu le lire dans l'exposition? Non, mais vous savez déjà, les quelques informations toujours qu'on a. Si vous voulez, d'abord, il faut savoir que le fond de Steiner, c'était extrêmement difficile d'arriver à déterminer l'origine. À un moment donné, si vous voulez, donc il y avait Christian Boucret, il a une filière. Cette filière, il la garde pour lui, on ne sait pas. Bon. J'ai après découvert tout. Moi, j'ai la filière de Nicole, qui est la fille de Lily et d'André Steiner. Et de temps en temps, il y avait Christian qui avait créé sa propre collection, qui ne venait pas de celle de Madame Bajolet. Et j'ai découvert pendant la grande rétrospective que je fais, un jour, on me téléphone, on me dit, il y a une fille d'André Steiner qui est en bas dans l'expo. Et je me dis, ça ne peut pas être Madame Bajolet. Et là, je découvre que André Steiner avait 2 enfants, qu'il avait eu avec une militante communiste bretonne, qui était assez haut placée dans l'appareil communiste. Et c'est eux qu'on le fond de négatif. Et je pense que c'est ce fond-là
Christian, sur lesquels Christian a pu récupérer un certain nombre de choses remarquables qui ont fait l'objet de son livre. Dont le titre magnifique, je ne me souviens plus. Non, c'est pour vous dire. Voilà, L'homme curieux, de Christian Boucret. Et donc, il y avait deux fonds familiaux. Et donc, je crois que maintenant, or, moi, du côté de chez Bageley, il n'y a ni les négatifs, ni etc. Donc, je pense que ça, tout le reste du fond reste dans la... Bon, c'est pas grave. Tout le reste du fond est sûrement du côté de Roscoff. J'avais démarré la question sur les légendes. Mais non, donc, si vous voulez, moi, je n'ai que des tirages, que les tirages que Steiner a donnés à Nicole, qui était un fond d'à peu près 1 millier d'images, hein, mais et donc, si vous voulez, quelques annotations au dos, mais donc, si vous voulez, tout le travail que nous avons fait, Nicole et moi, c'était de retrouver dans les revues les souvenirs qu'elle avait, et très souvent, les titres sont des titres qui sont des titres qu'on a donnés, et sur les dates, on a pu recouper les dates en fonction des dates de publication, etc. Mais d'après ce qu'on sait, il faut quand même savoir qu'à l'époque, ils fonctionnent comme des agences de... Comme les agences, comme dans les années avant le numérique, il y a des tiroirs et ils fonctionnent box, sport, nu en plein air, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Et avec des numéros qui sont tout simplement des numéros de correspondance pour retrouver le négatif, pour faire Mais je crois que c'était plus dans sa tête. Donc la grande majorité des titres sont des titres qui sont des titres postérieurs donnés soit par Christian, soit par Madame Bajolet. François, juste, on peut s'arrêter sur cette image? Vous savez, ça c'est vraiment... dans l'expérimentation, elle va jusqu'à l'attraction. Alors, j'ai perdu le nom, l'autre jour j'ai retrouvé, j'ai acheté ça pour le musée, d'un photographe soviétique qui avait été déporté dans un goulag et qui était ingénieur et qui s'était retrouvé ingénieur agronome. Donc il n'avait plus le droit de photographier, mais il avait le droit de faire des photographies de graines. Et ce qui est extraordinaire, du coup, c'est qu'il a fait des compositions abstraites avec les différentes graines, maïs, machin, etc. Donc, si vous voulez, cette inventivité du photographe fait qu'à un moment donné, la photographie, il y a toujours cet aller-retour entre le document, ce prélèvement de réel, et la possibilité donnée au photographe d'en faire un objet autre. Vous savez, c'est Wittgenstein qui dit quelle est la différence une photographie et un arbre. Il n'y a strictement aucune relation. Une photographie d'arbre, c'est une photographie. C'est tout sauf un arbre. C'est une petite phrase simple de Wittgenstein. Les photographes le savent vraiment dès les années 30, que le réel photographié est un commentaire sur le réel, mais qui est vraiment très très loin de la réalité. Donc, à un moment donné, si vous voulez, la fascination qu'ils ont sur des objets, et surtout cette pratique du studio, cette pratique de la chambre noire, fait qu'à un moment donné, vous créez votre propre monde. Donc, si vous voulez, ça va jusqu'à l'abstraction. Mais on ne peut pas dire que ça soit des objets avec l'idée d'une beauté pure, d'une abstraction qui serait coupée du monde réel. Ce sont des objets réels, mais qui nous permettent d'aller plus loin. Et ça, si vous voulez, tous ces photographes de la Nouvelle Vision, c'est pour ça qu'ils sont aussi très lié par moments proche du surréalisme, c'est qu'à un moment donné, ce qui est intéressant dans la photographie, c'est ce mystère en permanence repoussé. En fait, je suppose qu'il vivait des travaux qu'il faisait pour les revues, pour lesquelles il était payé. Et quand on regarde les revues qui sont dans l'exposition, il s'agit surtout de corps nus, de corps... en action sportive. Je voudrais revenir à cette idée du corps qui a été sa matière, une matière très importante dans sa production photographique. Est-ce qu'il vivait je veux dire, alimentairement, je ne sais pas comment dire, est-ce qu'il vivait de ces travaux qui paraissaient dans les revues? Vous avez vu dans l'expo, il y a des images de reportages simples, des commandes, l'équipe de France de football contre, etc., où à chaque fois on perdait 5-0, on a l'habitude. Donc, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont il va saisir cette commande pour des revues de sport, etc., il fait voler le gardien. Il y a toujours cette idée. Il y a chez lui finalement deux styles qui sont complémentaires ou par moments presque contradictoires. Quand il est en plein air, ses corps parfaits sont des corps qui sont plus légers que l'air. On est toujours...
c'est vraiment cette idée du monde, quand on veut, c'est un volontarisme incroyable. Alors tout ça est rendu possible par la vitesse de l'obturateur, etc. Mais tout le monde est en l'air. C'est vraiment une idée philosophique. Hein. Ou dans la mer. La mer, c'est autre chose. Hein. Et par contre, quand il fait en studio, ça, c'est un grand travail qui est fait sur la lumière et tout. Et là, pareil, c'est le corps qui est sculpté, presque de façon néoclassique, mais avec l'utilisation des éclairages. Et après, le travail du recadrage ou des déformations. Mais c'est donc deux visions complémentaires, etc. Mais le travail en plein air était extrêmement important. C'est ces années 30, c'est le Front populaire, c'est sortir... La ville, alors le corps gras, c'est le bourgeois. La ville, c'est l'air vicié. C'est les congés payés. Et donc, c'est vraiment aussi cette idée-là de faire la photographie des corps en liberté, c'est dans cette nature retrouvée. Dans les revues, dans l'exposition, il y a des corps de femmes nus que je trouve très classiques, enfin, qui n'ont pas d'atout particulier. Oui, je ne sais pas, vous me parliez tout à l'heure, vous avez cité des revues érotiques. Qu'est-ce que c'est que ces revues érotiques à l'époque ? Oui, d'abord, c'est ce que la loi permet, c'est-à-dire, voilà, c'est retoucher la disparition du poil pubien, etc. L'érotisme, il est dans les textes, où il y a des moments un peu osés, c'est dans cette littérature. La photographie est une sorte de faire-valoir à des textes qui, eux, sont effectivement beaucoup plus crus. Donc lui... Il n'hésite pas à vendre aux gens qui le font manger, à vendre des photos de sa femme nue, etc. Il s'en fout littéralement. Il y a même lui pose dans ses photos. C'est-à-dire que c'est la photographie de commande. On vit de ça. Donc il n'est pas bégueule. Hein, mais tout à l'heure, vous disiez qu'au bout d'un moment, ces photographies nues, étaient moins fortes. C'est-à-dire que dans les années 50, la société évoluait. Et si vous voulez, le néoclassicisme, la référence à la sculpture de Rodin. Alors, par exemple, vous savez, c'est comme quelque chose d'assez étonnant. Il n'y a pas qu'en France, on trouve ça en URSS à l'époque, cette esthétique qu'on va retrouver, le pavillon soviétique qui fait face au pavillon allemand en 1937, rivalisent tous les deux du plus grand mauvais goût sur ce que c'est que le corps, la beauté des femmes et des hommes. On est exactement dans la même logique. Donc, si vous voulez, on est en permanence dans la référence à la sculpture grecque, à la beauté du corps parfait. On est vraiment dans cette tradition. Et ils sont très très peu, vous savez, à l'époque, à faire une photographie où on pourrait parler de sensualité, où on pourrait parler de désir en tant que tel. Il y a peut-être que Blumenfeld qui lui est furieusement atteint. Et à ce niveau-là, où lui, clairement, il affirme vraiment, si vous voulez, le désir, un regard de préhension sur le modèle, alors que là, Steiner lui dit un jour, à un moment donné, dans un interview, pour lui, le modèle doit être un objet obéissant au service de sa vision extrêmement pensée, orthonormée, etc. Donc le corps est une machine au service d'eux. Mais le corps, le titre n'est pas de moi, il est de Paul. Donc, si vous voulez, j'aurais pas mis le mot désir dedans. Mais ça peut être un désir de révolution, mais on n'est pas du tout dans un discours freudien, etc. Tout à l'heure, vous parliez d'aérien, de corps qui flottent dans les airs. Cette image-là est particulièrement probante. Oui, c'est-à-dire que on vole. C'est-à-dire que c'est vraiment cette volonté qui est rendue possible par la technique. Hein, à l'époque, on fait voler les corps. Et en même temps, si vous voulez, il y a une sorte de double influence aussi. Il y a l'influence
de la chorégraphie allemande. Tout ce que les Allemands inventent dans la chorégraphie moderne, etc., que Serge Liffard va introduire en France, les premiers textes théoriques vraiment qui sont en rupture avec la danse classique ou néoclassique, c'est Serge Liffard qui l'a introduit en France, dans un ouvrage théorique qui s'appelle La danse, etc. Et c'est toujours cette vision, retrouver des gestes qui soient naturels, qui soient le plus près, comment sortir de la pesanteur. Le problème, c'est ça. Il y a une sorte de vision de la pesanteur. La mer, c'est autre chose. La mer, c'est tout d'un coup la régénération par l'eau. C'est donc tous les discours eugénistes et hygiénistes qui arrivent à la fin des années 20 et 30. La mer régénère. Et donc, c'est tout ce mouvement qui vient aussi d'Allemagne, qui fait qu'effectivement, il faut aller au bain. Et les bains qui avant n'étaient que la possibilité donnée aux classes aisées de partir, se régénérer par la mer, se régénérer dans l'eau, doit être donné. C'est une possibilité qui doit être accordée à tous. François Cheval, par ailleurs, des personnalités parisiennes lui demandaient-elles des portraits? Faisait-il en studio un travail de portrait? Oui. Oui, C'est-à-dire une source de revenus importante. Il a même une bonne clientèle de la bourgeoisie progressiste qui vient chez lui. Il fait des portraits, c'est pas. Mais par contre, on n'a pas. Je crois qu'on en montre. Il a fait aussi pas mal de travaux publicitaires. Il a travaillé pour Moët et Chandon. Il a travaillé pour Blédina. Il a travaillé pour des marques de radio. Donc son travail publicitaire était assez important. Mm-hmm. Et c'est vraiment, je crois, vraiment important d'insister là-dessus. Cette photographie d'entre les deux guerres, c'est vraiment une photographie de gens qui sont réellement dans la vie économique et sociale du pays. Et ce n'est pas du tout les gens qui sortent de l'école d'art et qui veulent devenir artistes. C'est ce que je veux dire? Oui, je vois. Non. C'est la seule méchanceté que j'ai dit en une demi-heure, c'est quand même pas beaucoup. Est-ce qu'on peut regarder, je sais que vous aviez préparé aussi des images des revues pour lesquelles il a travaillé. Est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Je ne sais plus où est Sophie. Ah, elle est là. Peut-être on va pouvoir revoir ces images dont je parlais tout à l'heure. Hop, hop, hop. Attendez, j'aimerais bien qu'on revienne en arrière. Oui, il y en... Alors donc ça, c'est vraiment les autoportraits des années 30. Oh, pardon. Oui. Donc c'est lui et Lily. C'est vraiment, je trouve, cette image comme ça de ces deux visages inversés, vraiment très très belle. Si on revient encore en arrière. C'est un autoportrait, là. Oui, c'est un autoportrait avec Lily. Magnifique. Si on revient en arrière, c'est long. Ah, maintenant on peut avancer. Vous voyez? Donc oui. Lily derrière, et c'est lui. Et vous voyez sur sa cuisse droite, la cicatrice. Oui, c'est effectivement une blessure par balle pendant la Révolution de 19 en Hongrie. Alors, on retrouve chez lui tout ce qui est bien entendu le vocabulaire ou la rhétorique des années 30, vue de haut, vue d'en bas, etc. C'est-à-dire que, et ça c'est vraiment rendu possible par un appareillage technique qui n'existait pas avant. Est-il resté fidèle au Leica? Oui. Alors, alors, ce qui est très intéressant, c'est que dès l'origine, ces portraits-là, c'est au dos, et c'est vraiment de lui, et c'est marqué anamorphose. Donc, dès 33, 34, il utilise le terme. C'est des Comment fait-il? C'est un travail sur le temps de pause. Non, Michel? J'ai oublié de vous dire qu'on va vous laisser un moment. Là, par exemple, j'ai fait une toute petite sélection, mais on retrouve, si vous voulez, des choses qu'on va retrouver chez Maurice Tabar, qu'on va retrouver chez Jean Moral. C'est une sorte de lexique commun. On n'est pas un photographe de la Nouvelle Vision si on n'utilise pas, si vous voulez, tous ces procédés. Là, c'est une nature morte au peigne. Alors ça, c'est plutôt son côté. Alors ça, ce sont des reportages commandés. Là, c'est un reportage sur ce peintre absolument médiocre qui était Domergue. Voilà.
Mais bon, et ça, par contre, c'est une photographie un peu volée. C'est le type qui s'est jeté, vous savez, c'est le type qui s'est jeté de la Tour Eiffel en pensant qu'il pouvait voler. C'était l'homme volant qui s'est explosé, qui s'est explosé sur le sol. Et donc, il était là et il a couvert effectivement le moment où on ramasse les petits morceaux de l'homme volant. Et vous dites que c'est une photo volée. Non, bah, je dirais. Oui, parce qu'il a. Voilà, parce que vous avez vu comme il était là, etc. Elle est floue, etc. Okay. Alors ça, c'est une série qui est très très belle, que je trouve très très peu connue, sur les métiers parisiens. Alors là, ce sont les boulangers, les bouchers. Donc, vous voyez, ça aussi, j'insiste vraiment dessus. On ne fait pas que de l'expérimentation, on ne travaille pas que le médium, on est aussi autour du document. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction. Ce qui est important, moi je crois, ce qui est important, ce n'est pas la photographie pour elle-même, c'est les histoires qu'on raconte et les séries d'histoires qu'on raconte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans ces années 30, vraiment, et ça c'est peut-être Élie Letard, à Croul qu'on le doit en particulier, mais l'idée du narratif. La photographie, c'est le fait ne parle pas par lui-même. C'est les réseaux de faits qui peuvent peut-être donner un certain sens à tout ça. Et tout avec l'idée aussi, c'est qu'une photographie une bonne photographie ne doit pas tout donner immédiatement. Elle doit toujours pouvoir garder quelque chose. Et ça, je pense que c'est aussi une des leçons qu'ils tirent tous de la proximité avec le surréalisme, à savoir qu'une photographie doit pouvoir garder son potentiel de mystère et d'étrangeté. Alors ça, c'était voilà. Il a fait aussi des petits objets de ce type. Alors, ce qui est très très drôle, c'est que au même moment, parce qu'ils ne se connaissaient pas, Charlotte Perriand, dans sa période photographique, va aussi faire exactement le même type de ramasser des petits objets, des galets, des ossements, etc., et en faire des objets complètement étranges, rendus étranges par la lumière, par le point de vue, etc. Alors, il connaît bien le monde du cinéma. Plateau de tournage. Il connaît bien le monde du cinéma et il a fait quelques photographies de plateau. Alors, c'est vraiment étonnant parce que ces photographies de plateau ils profitent de l'éclairage, de l'éclairage cinématographique, etc., pour photographier. Et ça fait très, très, très brassaille. C'est vraiment assez étonnant, quoi. Justement, comment André Steiner était considéré par les autres photographe qui était, il parlait à personne, donc si vous voulez, il parlait à personne. Oui, non, vraiment, je vous dis, il s'est mis volontairement à l'écart de la communauté hongroise. Il était très ami avec la hongroise en charge des expositions à la galerie librairie La Pléiade, Rose, c'est quelque chose comme ça, qui va le défendre et qui va l'exposer. Il a quelques amis fidèles qui le font travailler. Il est très ami avec Feher, il s'entend très bien avec Vogel, etc. Mais il va avoir toujours une très très grande méfiance pour les photographes qui se prennent pour des artistes. Il a toujours eu des mots extrêmement méprisants pour l'art, ou les gens qui pensent que la photographie va au-delà de ce qu'elle peut produire. Donc c'est une sorte, et comme il s'en sort bien, et que c'est un type un peu bourru, donc il se mélange très très peu. D'accord. Et il a même des mots assez haineux sur un certain nombre de gens. Ah donc il a écrit des choses, non, mais où il a répondu à des interviews. Oui, il y a quelques lettres où il est très très moqueur. Il a surtout la façon dont quelques années après, dans à un âge assez avancé, il parlait avec sa fille qu'il interviewait, il disait clairement le mépris qu'il avait pour un certain nombre de gens, quoi. Est-ce qu'il existe des enregistrements de sa voix? Est-ce qu'on entend sa voix à l'INA ou ailleurs? Non. D'accord. Là, on regarde les revues. Les publications, donc. Hein. Oui, ben là, ce sont des revues de médecine, des revues pharmaceutiques, etc. Voilà, comme Mieux vivre. Voilà. J'en profite pour vous dire que vous allez avoir dans quelques minutes la parole pour poser des questions à François Cheval. J'avais oublié de vous signaler cela.
voyez, et là, j'en profite pour dire que c'était extrêmement difficile pour moi, dans les années 2000, de faire acquérir ces choses par le musée. On avait des avis négatifs de la direction des musées de France, comme quoi c'est Paris Magazine ou ces choses-là étaient des objets insignifiants dans l'histoire de la photographie. Je ne parle même pas de vue, où j'ai eu un avis négatif pour l'acquisition, parce que c'était des objets de bibliothèque, mais pas des objets photographiques en tant que tels. Vous voyez, ça c'est publicité pour Moët et Chandon, avant c'était pour... Et quels arguments vous aviez pour convaincre tous on ces n'avait gens? pas de subvention et on achetait quand même. Voilà, c'est tout. C'est Okay. pas compliqué. Alors ça c'est quand même étonnant. Ça c'est aussi de la photographie de mode. Et là il le prend, c'est pendant l'exposition internationale dans 1937, où il va faire poser ces modèles devant le pavillon de l'Allemagne nationale-socialiste. Ça alors. Alors ça, c'est une commande du ministère des colonies. C'est une de ses premières commandes. On l'a envoyée au Maroc pour faire un reportage sur le Maroc. Et c'était le musée des colonies, le musée Porte Dorée, qui lui a fait cette commande. Moi, que je trouve un très beau reportage. On a discuté, certains trouvent... Là, c'est vraiment de la photographie documentaire, mais c'est très très bien tiré. Les tirages sont très très beaux. Ce sont de très très beaux formats. Et il y a en particulier quelque chose qui pratiquement très peu après, des portraits très très proches, comme ça, avec une sorte de choses un peu différentes, où il n'y a pas justement ce rapport à la mécanique des corps, à la manipulation des corps en fonction d'une vision du monde. Là, on est vraiment tout d'un coup dans la fascination de ce type pour la beauté des personnages. Donc on a de très beaux portraits de prostituées, de la communauté juive marocaine, etc., et sous forme de portraits d'enfants jouant, etc. C'est un reportage très très à part, qui va réutiliser d'ailleurs de temps en temps, quelques années après, qu'on va retrouver publié dans Vue ou dans Voilà, avec une photographie éparse par-ci par-là. Alors voilà, ça c'est toujours... Alors quand on posait la question, le premier studio, le premier endroit où il expérimente, c'est chez lui avec sa femme. Et donc là, c'est une publication qui était faite sur le livre, je ne sais plus pour quelle revue. Voilà, c'est Lily. Que faisait-elle, Lily, comme métier? Je crois que c'était sa femme. Non, mais je sais qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire. Non, mais elle ne faisait rien. C'était sa femme, son modèle. Voilà, elle s'occupait de son enfant, etc. Très bien. Mais vous savez, elle arrive en 18 en France, elle a 17 ans. Oui. Elle a 17 ans. Et donc, ça a vraiment été son assistante. Elle l'accompagne sur un certain nombre de lieux de tournage. Il y a même de temps en temps, on la voit. Elle a sûrement, je pense, qu'il y a même un certain nombre de photos qui ont dû être faites par elle. C'est lui qui met en place le Leica sur le tripode, etc. Mais c'est elle qui appuie, etc. Des photos qu'elle n'a jamais signées, évidemment. Je sais pas, il faudrait que je lui demande, mais... Non, mais voilà. Alors, ça, c'est très, très drôle quand on parle de... Donc, il a fait plusieurs couvertures de vues. Je vous dis, il a quand même bien bossé. Et très, très souvent, vu que il était un des rares photographes, finalement, à avoir photographié l'enfance, la première enfance, donc on va faire très souvent appel à ces photographies d'enfants. Donc, ça, c'est une couverture de... Ou alors, il va carrément... vous voyez, il va carrément réutiliser aussi toutes les photographies de famille de sa fille, de Nicole, de la maternité de Lily, etc. Je dirais que la photographie de l'époque, c'est comme les vaches. On remange tout 10 fois, 20 fois, et on peut utiliser ça des tas de fois différentes. Le salon de l'automobile. Alors, il a pas mal il avait une vraie fascination pour l'automobile et les courses automobiles. Donc, on l'envoyait très, très souvent pour couvrir le salon de l'auto et les défilés automobiles. Et vous avez dit au début de cette rencontre que voyez, c'était... là, c'est sa photo de son bébé. Ça, c'est Nicole Bajolet, bébé. Donc, vous voyez, enfant de France, c'était marrant quand on réfléchit, enfant de France, cette fille d'immigrés juifs hongrois, j'adore. Moi, Du coup, j'ai oublié ma question. C'est qu'elle devait être importante. Elle ne devait pas être très importante. Pas mal aussi, il couvre pas mal aussi, on l'envoie très très souvent à Longchamp, Chantilly pour couvrir, parce que si vous voulez, il a une science du mouvement.
de capter le mouvement, etc. Donc on aime beaucoup chez lui sa capacité à couvrir des objets qui, par nature, ne sont pas très intéressants. Un rallye hippique, etc. Oui, je reviens à ma petite question là. Vous aviez parlé de son côté sportif de haut niveau. Est-ce qu'il a continué à faire du sport lui-même ? J'en sais rien. Ce que je peux vous dire, c'est que ce qu'on appelle les universiades, les premiers, ce qui est fondé en 24, et puis c'est en 28 en France, à Paris, on appelle ça les universiades maintenant, qui sont les Jeux olympiques universitaires, il est médaillé d'or en décathlon. D'accord. Ah ouais, non, c'est pas rigolo. Enfin, il fait la révolution, il a une médaille d'or, il crée un réseau de résistance. On sent vraiment que c'est un type qui a fait l'école d'art. On arrive à la fin de cette rencontre, enfin pour notre part, mais où est-il quand au moment de sa mort, il est dans le sud toujours, il est revenu à Paris. Tout de suite après en 1945, il remonte à Paris et il reprend un studio à Paris et il reprend toute sa carrière professionnelle à Paris. D'accord. Où il travaille. Donc là, par contre, il travaille pour des organismes scientifiques ou parascientifiques, etc. Mais il continue de faire de la photographie, des portraits de bourgeois, etc. Mais il vit de sa photographie. Il vit de sa photographie. Mais par contre, il publie pratiquement plus, si ce n'est dans des revues confidentielles de photographie, comme le L'Écaïste. Alors, ce qui est très, très étonnant, vous savez, il y a un photographe qui s'appelle Sougès à l'époque, qui est un bon photographe, mais qui avait quand même qui va être le directeur de la photographie dans l'illustration pendant la Seconde Guerre mondiale, un type tout à fait remarquable, tout à fait honnête, et qui a donné un jour une interview comme quoi, lui, il trouvait que dans les années 30, il a une expression assez belle, ces vagues photographes avec leurs vagues photographiques, quelque chose comme ça. En gros, c'est les Juifs. Et il y a un type, le seul type qui défend vraiment, c'est Steiner, parce que c'est une photographie déjà. Il le dit dans un texte assez tardif, Sougès, des années 50, il dit « ce type est précis ». Mais Sougès, c'est pratiquement un des rares photographes des années 30, de toute cette bande de métèques qui arrive à passer dans les mailles du filet. Alors, on va signaler le livre qui est à vos pieds, là, que vous pouvez répéter le titre, s'il vous plaît. Le problème, c'est que ce livre, le livre de Christian, est malheureusement Bouquerel, totalement introuvable et épuisé. On a cherché parce qu'on aurait bien voulu. Et c'est vraiment un ouvrage fondateur. Son texte est très bon, est vraiment fondé. C'est vraiment L'homme curieux. C'est vraiment le premier livre sérieux sur Steiner. Et ça, on ne pourra jamais enlever ça à Christian Bouquerel, d'avoir fait ce travail remarquable. Et le choix des images est aussi remarquable. L'appareil critique est sérieux. C'est vraiment un ouvrage, c'est l'ouvrage de référence, mais malheureusement, il est introuvable, ou alors chez quelques libraires. Et celui dommage, que vous avez écrit là, qui sort au bec en l'air. Qui est d'un autre niveau, non, qui est l'ouvrage que j'ai fait avec, Madame Bajolet, qui est plus précis autour de cette relation entre Lily et lui. Où j'essaye d'insister sur cette relation. On retrouve la même relation, par exemple, entre Jean Moral et sa femme, qui était Juliette. Et il y a comme ça quelques... Et comment cette histoire d'amour a vraiment fécondé quelque chose de plus dans la nouvelle vision française. Et puis, par exemple, il y a quelque chose que Steiner fait, que très peu de photographes de la nouvelle vision font, c'est qu'il a fait des photographies de famille, c'est de maternité. Mm-hmm. Comment avoir tout d'un coup une sorte de style moderne en prenant comme sujet la maternité, qui est un sujet qui est un vrai sujet problématique pour les photographes des années 30. Ce qui ne sera pas du tout, par contre, le problème, ça ne gênera pas du tout les nazis, au contraire, d'utiliser largement la mère, le sein, l'enfant. Mais chez les photographes de Nouvelle Vision, c'est très très rare de voir ça. Et donc ce livre que j'ai fait avec Nicole, c'était vraiment autour de cette relation extrêmement forte, puissante, où il y a la danse, comment la danse moderne, la danse allemande, modifie aussi la vision de la photographie, aide à photographier autrement le corps, etc. Donc c'est un livre un peu plus, qui n'a pas la prétention qu'avait le livre de Christian, qui était vraiment de poser une monographie. Et ce livre s'intitule ?
Celui que j'ai fait? Oui. Ce qu'on n'a pas fini d'aimer, qui est une petite référence à un poème de Mayakovsky. Aux éditions Le Bec en l'air. Voilà. Merci beaucoup et merci à vous.